Dans ce 6e épisode, je vous présente 3 sujets. D'abord, comment j'ai boosté ma ligne de statut Claude Code avec l'utilitaire CC Status Line. Ensuite, je vous montrerai les pages complètement relookées du site. J'ai fait un gros coup de CSS et de HTML avec Claude Code afin de reprendre le style du site Devoxx France. Vous aurez même droit à une petite démonstration. Enfin, je me lancerai dans une explication dans laquelle vous verrez du code Scala et la migration vers Go de ce pattern que les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être, les riches de ManObject. Vous êtes sur la bonne chaîne, bon visionnage. Je vais vous montrer une petite astuce qui permet d'améliorer avec les nouvelles versions de Claude Code l'information et la ligne de status qui s'affiche en bas de votre console. Donc pour cela, vous avez le site CCS Status Line. Je vous partage le lien dans la description de cette vidéo. Et donc comment ça fonctionne? Assez simplement, de cette façon, on installe la dernière version. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment ça se configure. Vous pouvez configurer votre ligne. Vous avez ici actuellement la version telle qu'elle est configurée. Vous pouvez aller jusqu'à 3 lignes. Je ne vous conseille pas forcément d'avoir 3 lignes d'affichage, c'est autant d'espace perdu sur votre écran. Et ce qui est quand même assez sympa, c'est que vous pouvez vraiment configurer toutes les options sans devoir faire l'édition d'un fichier de configuration. Donc je vous propose d'avancer rapidement et ensuite on va regarder un petit peu le résultat. A tout de suite. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé aussi une fonte particulière pour mon terminal globalement sur mon Mac. C'est ce que vous m'avez vu faire. Je recherchais la façon de le faire. Donc il va falloir que je relance Golang et le terminal pour qu'on voit le résultat. J'ai aussi sauvegardé, installé la ligne sur Claude Code. Donc on va sauvegarder et quitter et on va relancer le tout. On va lancer Claude Code. Hop. Déjà, on va vérifier si ça fonctionne. Donc là, vous voyez la nouveauté dans ce que je viens de faire, c'est que j'ai installé l'utilitaire. Là, on voit que là, je suis en train d'utiliser Sonnet 4. Je suis sur la branche master de mon projet au niveau Git. Et donc là, j'ai utilisé une fenêtre de 4 heures aujourd'hui, pendant ma journée. Là, le compte que j'ai configuré, c'est un compte qui utilise des appels API. Donc, quand je n'utilise pas Claude Code, ça ne coûte rien. Et quand j'utilise Claude Code, je paye à la minute. Donc, c'est la tarification au temps passé, qui est intéressant pour les entreprises, mais qui n'est pas forcément intéressant pour vous en tant que particulier. Vous allez voir que le prix va rapidement grimper. Alors, écoutez, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, j'ai un super terminal et on le verra maintenant durant mes démos. Allez, c'est parti, on reprend. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. J'ai bossé une petite heure sans enregistrer mon écran. J'ai notamment appliqué un style qui est plus proche du site Devoxx France, que vous allez voir dans quelques instants. Et j'ai aussi rangé les fichiers. Je vais passer rapidement là-dessus, mais je vais vous faire une petite démo pour que vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, on va se mettre en plein écran. Vous allez voir donc mon écran, le prompt pour ranger les fichiers. J'ai expliqué à Claude Code ce que je souhaitais, les commandes, comment faire, et ainsi de suite. Donc voilà. C'est pratique. Ça m'a permis de structurer mes pages plus simplement. Maintenant, j'ai mes pages d'administration. J'ai mon tunnel d'achat avec mes différentes étapes qu'on va voir dans quelques instants. Et le tout correctement testé grâce à Claude Code. Alors, si on se penche un petit peu sur le site en tant que tel, on voit que la homepage a pas mal changé. J'ai récupéré une nouvelle image. Et la charte couleur, c'est grâce à tout simplement Browser MCP. Donc ça, c'est le site web de Devoxx France que vous pouvez visiter. Et ce que Browser MCP a fait, c'est qu'il a visité le site, il a aspiré les polices, les fonts, enfin tout le style, et ensuite il a impliqué quelque chose qui n'est pas un copier-coller bien entendu, mais qui est quand même vachement sympa. Fonctionnellement, c'est la même chose que ce que vous avez vu dans la vidéo 5. Et on va faire un petit test. Alors on va accélérer un petit peu et on se retrouve juste après. Donc là, vous voyez déjà au niveau
du style, toujours quelque chose de propre, fonctionnel, qui serait largement suffisant pour avancer. On peut renseigner les informations de facturation à l'étape 4. Hop, voilà, quelques données pour qu'on puisse valider. Et ça me semble pas mal. Donc voilà, on a quelque chose maintenant qui nous permet de créer nos inscriptions. Cette partie-là n'est pas encore persistée dans la base de données, ça va être l'étape suivante et on va voir dans la vidéo qui suit comment on met en place la connexion avec Redis. Allez, on reprend avec une partie qui va nous demander un exercice d'explication qui est loin d'être simple. Alors, l'ancienne application, comment elle fonctionne? Elle utilise un framework web qui s'appelle Play Framework. Le langage de programmation, c'est Scala, je vous l'avais déjà expliqué dans les premières vidéos. Et globalement, quand un utilisateur achète des places, il va manipuler directement des templates, enfin des pages web, qui vont faire appel à des contrôleurs. Et ces contrôleurs font appel à des objets métiers. Donc là, on va s'intéresser à un objet métier qui s'appelle Registrant. Et cet objet métier, c'est en fait à la fois une entité avec tout le code nécessaire pour lire et écrire au niveau du stockage de données, là sur Redis. Et en même temps, c'est un objet qui porte des fonctions avancées. Et concrètement, au niveau Scala, je vais vous expliquer l'approche qui était populaire. On est en 2013-2014 quand ce code-là a été écrit et que je vais réutiliser aujourd'hui parce que, croyez-le ou non, ça va être super sympa avec Golang. Pour faire cela, je vais vous expliquer le code. Je pourrais passer de longues minutes à parcourir le code et vous montrer en détail comment ça fonctionne. Mais j'ai trouvé une astuce assez sympa. Je vais me mettre en bas à droite de l'écran, voilà. J'ai trouvé une astuce assez sympa, c'est que j'ai demandé au niveau des prompts à Claude Code d'expliciter ce qu'il a fait en utilisant du SVG. Alors, je vais vous reprendre le prompt. Voilà. Donc, je lui ai demandé de faire quelque chose. Je vais vous expliquer. Il a fait ce quelque chose. Il a ensuite expliqué le résultat, comment il s'y est pris. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, mais là, si je veux faire une vidéo, les gens vont rien comprendre. Et si je dois faire le schéma moi-même, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa? Et donc, je me suis dit, essayons de faire un SVG. Un SVG, ce sera donc un fichier vectoriel qu'on peut ouvrir et redimensionner dans son navigateur ou directement ici, là, sur mon éditeur de code. Et c'est ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa parce que du coup, ça me fait gagner un temps fou pour vous expliquer l'ancien fonctionnement et pour vous montrer l'implémentation que j'ai fait et pour que je vous explique l'approche. Donc, dans la suite là, de ce qui va suivre, ne vous attendez pas tellement à des astuces avec Claude Code, quoique celle-ci avec la partie SVG, je trouve qu'elle est quand même assez sympa, mais une explication de l'architecture de l'ancien système et l'approche qu'on va avoir dans le nouveau système. Donc, dans l'ancien système, on va prendre un exemple où on essaye de rechercher une personne qui a créé une inscription pour Devoxx France. Donc, l'entité s'appelle Registrant. Donc comment ça se passe? Je peux vous montrer un écran pour que vous compreniez de quoi je parle. On va se mettre sur la page d'admin. Voilà, donc ça ressemblerait à ça, l'écran qu'on veut faire. C'est-à-dire que ici, on veut saisir quelque chose comme ça, par exemple. Et lorsque je valide, on veut voir le résultat. Donc on veut faire une recherche sur Redis pour retrouver les personnes qui ont fait un achat sur Redis. Et donc, dans l'ancienne version Scala, comment c'était fait cette partie-là? On faisait un post sur un contrôleur Play Framework. Ce contrôleur Play Framework a une action. Il va simplement appeler registrant by find by ID. Donc, j'essaie de trouver l'astuce pour zoomer. Voilà, je suis désolé. Le niveau de la navigation, c'est pas très très simple. Je sais pas si c'est une grande idée, mais bon. Donc, ce contrôleur a une fonction qui s'appelle search registrant. Et ce contrôleur-là reçoit en paramètre la requête HTTP et comme vous le voyez ici, registrant.find by email, il passe en paramètre l'adresse email et il va retourner un résultat. Donc comment ça fonctionne? Alors c'est une version simplifiée, le code est plus compliqué en vrai, mais c'est pour vous expliquer ce concept-là, c'est que on n'a pas de service, on n'a pas d'objet intermédiaire, on a directement un singleton.
Donc un object, dans ce cas-là, c'est un companion object, donc c'est un singleton. Il a une fonction qui s'appelle find by email, qui prend en paramètre un email, qui retourne un option d'enregistrant. Donc il va essayer de trouver dans ma base Redis mon enregistrant. S'il trouve quelque chose, il va me retourner un objet directement. S'il trouve rien, il retournera un none. Donc ça, c'était le code qui est écrit en ce cas-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau Redis comment ça fonctionne. Redis, c'est pas une base de données, c'est un data store. Donc il n'y a pas d'index. Il n'y a pas d'index. Donc ça veut dire que quand vous passez en paramètre une adresse email et que vous voulez retrouver un enregistrant et que vous avez à peu près 50 000 personnes dans votre base de données, dans votre structure de données, vous n'allez pas en fait parcourir ces 50 000 personnes, ça serait beaucoup trop lent. Le fonctionnement est le suivant. Donc dans la partie Redis, en ce cas-là, on prend une connexion Redis dans une pool. On va faire deux appels. Le premier, on va faire un Redis hashget. Donc on va chercher sur une structure de type hashmap en passant en paramètre le user at example.com que la personne a saisi. Hashget, c'est une version qui est en temps constant O1, donc c'est ultra rapide. Et le hashget va me retourner l'ID du registrant s'il trouve quelque chose, sinon ça ne me retournera rien. C'est une recherche exacte, je ne l'ai pas précisé, là on recherche exactement un utilisateur par cette adresse email. Et si on a donc un registre en ID, on fait un deuxième appel Redis, et donc c'est ce que vous voyez juste en dessous, on fait un hashget sur une autre collection, qui est l'ensemble des personnes qui se sont inscrites en 2025, qui ont fait un achat. Et là, on récupère une string, et en fait, cette string, il se trouve que c'est un objet JSON, tout simplement. Et donc, ce que va faire Scala, c'est qu'il va parser cet objet JSON, il va créer, donc là, vous voyez JSON.parse, il va... oui, j'espère que je ne suis pas dans le champ de la caméra. Attendez, je vais disparaître non plus, on va y arriver. Voilà. On va parser cet objet JSON, récupérer un objet registrant, et on va le passer ensuite à notre réponse, et on va générer avec un template Scala, on va générer une réponse, et une page HTML va partir complètement au navigateur. Donc il n'y a pas de JavaScript, il n'y a pas de call API avec du backend. On est dans un système full stack, on est dans un système où on régénère l'ensemble de la page HTML, et ce qui est en fait ultra performant, contrairement à ce que vous pouvez penser, et qui fonctionne très très bien. Donc l'ancien système, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais voilà. Et par contre, ce que vous voyez là, c'est Claude Code qui m'a fait cette documentation. Donc là, la doc que vous voyez là, c'est vraiment l'ancien fonctionnement qu'a fait Claude Code. Donc moi, ce que j'ai comme souci, c'est que j'ai besoin d'aller chercher... Enfin, j'ai pas envie de réécrire toute la partie fonctionnelle de mon ancien projet. Donc ce que j'ai fait là, petite astuce Claude Code, c'est que j'ai créé un lien symbolique sous Unix. Donc dans mon répertoire de mon application Golang, là j'ai un lien vers l'application Scala. Vous voyez, il y a un petit icône particulier. Et dans cette partie-là, si je vais dans la partie modèle, et si je prends le registrant.scala, alors on n'a pas la mise en valeur du code Scala. Là, en fait, le code Scala n'est pas interprété. Je suis dans mon éditeur Go. Mais on retrouve bien ma case class registrant, on retrouve bien mon companion object, et on retrouve tout ce que je vous ai dit, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un prompt un peu compliqué pour la partie Go. Le prompt, c'est le suivant. Je vais le prendre, je vais le mettre dans un fichier, donc prompt, on va l'appeler modèle vidéo. Hop, voilà. Donc ce prompt-là, on va pas le mettre en plein écran, je vais le mettre en plein écran pour vous. On va le mettre en plein écran pour vous, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'explique ce que j'ai fait en fait. Je dis à Claude, écoute, j'ai créé un lien symbolique. Tu as une ancienne application qui est créée en Scala. Tu peux analyser cette ancienne application en utilisant le fichier claude.md de cet autre projet. Donc ça, c'est super puissant parce que là, dans ma session, alors que je suis en train de bosser sur du Go, je dis à Claude, va voir le projet en Scala, et au fait, si tu veux mieux comprendre la structure Scala, tu trouveras un autre fichier claude.md là-bas. Donc là, c'est ce qu'il fait. Et je lui dis, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu m'implémentes un singleton en Go cette fois-ci, et de manière très naïve, je voudrais que tu reprennes ce qui a été le succès de l'ancien code, et de la simplicité, de la puissance. J'ai pas envie de tout réécrire, mais que tu me le portes en Go. Donc je lui explique un cas, je lui dis, là, on va s'intéresser à l'entité registrant. On va s'intéresser à la fonction find by email et on va donc l'implémenter.
Et ce que je veux qu'il fasse là, c'est pas juste qu'il me copie le code et qu'il le transforme en Go, c'est pas du tout ça que je veux, c'est qu'il comprenne la sémantique, l'architecture de l'ancien système qui fait appel à différents fichiers, qui comprenne le squelette de l'ancien système et qui s'intéresse à la façon dont je l'avais fait à l'époque. Et ce que je lui ai demandé au départ, c'est tu peux regarder ma question, voir si ça le fait ou pas, et je lui dis pour vérifier que ça fonctionne bien, je voudrais que tu implémentes une page admin qui prenne en paramètre une adresse email qui recherche de manière exacte cette adresse email sur Redis. Et si tu arrives à faire tout ça, c'est formidable. Et vous n'allez pas me croire, en fait c'est ce qu'il a fait. Ça a pris 4-5 minutes, à mon grand étonnement. L'avantage de Scala, c'est que c'est un langage avec un typage fort, c'est un langage fonctionnel, donc c'est quelque chose qui est assez structuré, qui converge très facilement, qui fait que quand le code est analysé par Claude Code, on va tout de suite voir les types. Donc la méthode find by email, je peux vous l'expliquer. Alors là, comme ça, vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous avez vu au moins une fois dans votre vie du code Scala. Donc cette méthode, elle prend en paramètre une string et elle retourne un option de registrant. Donc elle va retourner soit registrant, soit none si elle trouve rien. Oui, un somme de registrants pour les puristes, on va pas passer la soirée là-dessus. Comment ça fonctionne? Donc on fait d'abord un hashget, et ensuite on fait un deuxième appel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et on récupère une chaîne, et on la parse, et on la transforme avec un parseur en un objet. Et puis voilà. Alors ça, c'est du vieux code qui devrait disparaître, on s'en fiche, voilà. Donc le code, on peut l'écrire de 15 façons différentes, on s'en fiche, mais vous voyez, c'est super simple. C'est plus léger qu'un truc en base de données. Donc la connexion avec Redis, elle est passée ici. Et du coup, je lui ai demandé, moi j'aimerais bien voir un petit peu ce que l'on pourrait faire en Go. En Go, je vais y arriver. Et puis c'est ce qu'il a fait, quoi. Donc ça commence à être sympathique. Là, si vous regardez un petit peu en bas à gauche, je lui ai demandé de faire une analyse dans un premier temps. J'ai regardé ce qu'il m'a proposé et il m'a proposé une implémentation qui, ma foi, me va bien. Donc lui, il utilise des structs à la place de case class en Go. Il utilise un service au lieu d'utiliser un companion, blablabla. Et là, vous vous dites, ok, Nicolas, tu nous as complètement paumé, je comprends rien. T'aurais pas un petit schéma pour nous expliquer ce que t'as fait? Bien entendu. Donc, j'ai généré tout ça et je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi un joli fichier SVG pour m'expliquer la nouvelle architecture, enfin la nouvelle version, mais c'est la même architecture. Et là, on est côté Go. Alors, le SVG a des petits trucs un peu pétés, mais je pense que c'est le plugin qui n'est pas foufou, mais peu importe, on s'en fiche. La doc, elle est valide et elle est hyper intéressante pour expliquer le fonctionnement. Donc là, ce qu'on va avoir une fois que Claude Code aura terminé, c'est une page HTMX avec une recherche, avec un post vers admin registrant search. On va avoir la partie HTTP avec Gin qui va appeler un service, registrant service, qui a une méthode find by email. Et là, on refait les deux appels Redis que vous avez vus tout à l'heure. Donc d'abord l'index pour aller très vite et ensuite la partie JSON pour charger les données. On va récupérer ça dans notre template, notre fichier temple. On va générer la réponse HTML. La différence avec la version Scala, c'est que là, on est sur du HTMX, donc là, on génère juste la petite fenêtre de réponse et pas l'ensemble de la page. Et on renvoie à une mise à jour du DOM avec uniquement le bloc HTML qui contiendra le registrant qu'on aura trouvé sur notre application. Et comme je sais que vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais ça ne marche pas, mais c'est pas possible, mais non, mais c'est pas vrai, il y a des effets spéciaux. En fait, vous n'avez pas peut-être fait attention tout à l'heure, mais c'est la démo que je viens de vous faire là. Donc là, Localhost 8080, c'est notre application en Go. Ici, j'ai pris un utilisateur de test que j'ai créé sur la base Redis. Et là, quand je sauvegarde, quand je recherche, on retrouve ça. Et donc, c'est marrant parce que là, il a rajouté tout seul View Registration Detail, View Tickets, donc des choses qui nous seront peut-être nécessaires dans la suite. Mais là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai validé que j'étais capable de migrer mes anciennes entités de mon ancien projet vers mon nouveau projet. Et pour moi, c'est super important parce qu'il y a une vingtaine d'entités, il y a beaucoup de métiers à l'intérieur. Et je ne veux pas réécrire toute la logique, les 10 années de travail qu'il y a derrière. J'ai pas du tout envie de faire ça.
Donc là, ce qu'il va falloir maintenant qu'on mette en place pour avancer et avoir quelque chose qui tienne la route, c'est un système de test, parce que sinon, j'ai un risque d'écrire du code qui est joli, mais que ce code-là ne soit pas bon. Et donc là, l'étape suivante maintenant, ça va être d'écrire des tests. Voilà. Et si vous voulez voir les entités qui nous attendent, donc elles sont toutes là, des tickets, euh, des demandes de remboursement, des factures, des paiements en avance et ainsi de suite. Et donc toute cette partie modèle, je vais essayer de la migrer telle quelle en une seule fois avec un seul prompt. Mais avant de faire ça, encore une fois, ce que je vais devoir mettre en place sur le projet, c'est vraiment un grillage de test. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça sympa. Donc, je résume une dernière fois. Je lui ai expliqué mon cheminement. Il m'a fait la migration qui va bien. Je lui ai demandé une première fois de m'expliquer vraiment ce qu'il a fait, parce que je me suis dit, bah, pour la vidéo, ce serait quand même chouette que je puisse vous ressortir ça. Donc, il a fait ce schéma-là, qui est correct, mais qui est pas très exploitable pour une vidéo. Et c'est là que je me suis dit, s'il te plaît, tu pourrais me sortir un fichier SVG. Et comme il nous manquait aussi la doc de l'ancien système, je lui ai dit, au fait, sors-le aussi pour l'ancienne version Scala. Et tout ça, ça m'a coûté 2,40 $. Et ça m'a pris une dizaine de minutes, peut-être un peu moins en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette partie-là et on va avancer sur le reste. À bientôt.